L'Union européenne a été très très mauvaise avec nous. Comme le Japon, ils n'achètent pas nos voitures, ils n'achètent pas nos produits agricoles. Ils ne nous achètent pratiquement rien. Et pourtant, ils vendent des millions de voitures, Volkswagen, Mercedes, etc. Alors que nous n'avons pas vendu une seule voiture à l'Union européenne. Ni dans d'autres pays d'ailleurs, mais je parle là de l'Union européenne. Il faut donc qu'il y ait équité et réciprocité. Nous avons un déficit de 350 milliards de dollars avec l'Union européenne, mais ce déficit, il va vite disparaître. L'obsession de Trump, en tout cas les voitures allemandes. Hein. Je vais citer Mercedes et Volkswagen. Là, ce soir, je ne sais pas où est l'action Mercedes et Volkswagen, mais en tout cas, eux, alors ils sont dans le collimateur à 200%. Hein. Non, bien sûr. Après, ce qui est très intéressant, à toutes celles et ceux qui pensent que l'Union européenne n'existe pas, elle existe quand même drôlement et de manière très unie dans l'esprit de Donald Trump. Oui. Et ça m'a beaucoup étonné, c'est qu'il ne joue pas justement la division en disant, vous savez quoi, les Français, vous prenez 50%, les Hongrois, vous prenez 5%. Ou 0%. Et Mélanie, pareil pour les Italiens et les Slovaques tant qu'on y est. Et pourquoi pas les Hollandais de Geert Wilders. Donc, là, il a peut-être commis une erreur d'ailleurs. Parce qu'il aurait pu différencier par pays. Mais c'est pour ça que vous avez commencé en lançant cette séquence en disant « hélas ». Mais peut-être que c'est l'inverse. Peut-être qu'il y a là une opportunité, justement, pour l'Europe. Et quand vous dites que doit faire l'Europe par rapport aux États-Unis, en fait, l'Europe, la priorité, selon moi, c'est de faire quelque chose par rapport à Bruxelles. C'est-à-dire que c'est un moment qu'il faut saisir pour approfondir notre intégration, améliorer les flux de biens, de personnes, etc. Et encore une fois, se recentrer sur nous-mêmes en nous protégeant à la fois face aux Américains et face à ce qui ne va pas manquer d'arriver derrière, à savoir les biens en provenance d'Asie et d'Asie. Mais il y a un aspect technique aussi quand même sur l'Union européenne, parce qu'en fait c'est l'Union européenne qui, comme nous sommes dans un espace commun, c'est l'Union européenne qui décide des droits de douane. Je ne pense pas que ce soit le genre de choses où s'embarrasse. Oh, quand même. Oui. Bon, mais tout de même. C'est-à-dire que l'Union. Oui, mais en tout cas dans la réalité c'est ça, c'est-à-dire que les droits de douane, comme on est dans une zone intégrée, nous on ne peut pas dire on va faire tant de droits de douane si c'est pas justement l'Union européenne. Que peut faire l'Europe ? La réponse ce soir, c'est la proposition de Mme von der Leyen, la proposition des Européens dont elle est la porte-parole, en quelque sorte, quand elle dit c'est des droits de douane ramenés à 0% pour tout ce qui est des biens industriels. Comment, Guillaume, d'abord, est-ce que vous comprenez ? Il y a eu tous les commentaires ce soir. L'Europe se déballonne, ou au contraire, c'est très habile parce qu'au fond, c'est prendre Trump au mot tout en l'amenant patiemment. Alors, d'abord, un mot pour dire que pour une fois, Mme von der Leyen se mêle de ce qui la regarde. C'est la Commission. C'est le premier éloge que j'entends de la bouche de Guillaume Roquette ici présent c'est une critique pour Ursula von der Leyen. Parce que, effectivement, les tarifs douaniers sont de la compétence de la Commission européenne et il est heureux que nous puissions parler d'une seule voix. Donc, quand l'Europe fait quelque chose de bien, il faut le dire, c'est l'équité qui veut ça. Et je pense qu'effectivement, de même que Trump fait largement de la politique, je le disais en pensant à ses électeurs, de même, Ursula von der Leyen fait de la politique en disant à Trump, chiche. Vous trouvez que le deal il est inégal entre nous. Vous trouvez que la relation n'est pas équilibrée, comme pour la défense, où ce sont les Américains qui font 80% de l'effort de défense de l'OTAN. Eh ben, remettons les comptes à zéro. Alors, la vérité, c'est que je pense que c'est pas très, très, très crédible, mais ça a la force d'être un argument politique, facile à saisir, voire même peut-être comme une bouée lancée à Donald Trump en disant quand même, tu t'es mis dans une drôle de situation. Si tu veux, voilà l'occasion de s'en sortir parce que tu pourras dire aux Américains, regardez, j'ai obtenu de l'Europe qu'elle, entre guillemets, elle baisse ses ponts-levis avec les droits de douane. Pour l'instant, ça n'a pas marché, parce que la proposition européenne date déjà de la journée. La déclaration de Trump, là, elle a lieu il y a à peu près une heure. Je pense qu'il est au courant. Enfin, à mon avis, il suit quand même ces genres de choses. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas pris la perche. Surtout, je trouve qu'elle répond plus à Elon Musk, au fond, qu'à Trump. Et c'est-à-dire que celui qui, aujourd'hui, est en train de dire, en fait, vous faites n'importe quoi, de façon polie et courtoise. Enfin, polie et courtoise, Musk, c'est peut-être pas tellement bien dit ça. Mais enfin, en tout cas, qui leur dit que c'est quand même n'importe quoi, c'est Musk. Ils répondent à Musk, mais Trump, est-ce qu'il est là ? C'est ça le problème. C'est-à-dire que ça vaudrait s'il n'était pas avec cette volonté de réindustrialisation. S'il est dans sa volonté de réindustrialisation, il n'a pas du tout envie qu'on reste avec une industrie forte. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait avec ces droits de douane avec des économies aussi imbriquées. Parce que quand on voit la construction d'avions, quand on voit... je veux dire, on dépend tous des uns des autres, avec des petits morceaux qui sont faits là. Donc c'est vrai que vous avez raison.
sans doute, il aurait dû se saisir de cette porte d'entrée ou de sortie, mais je crois qu'il n'en a pas très envie. Après, n'oublions pas que ce qu'on exporte, ce que les Américains exportent essentiellement vers l'Europe, et notamment vers la France ou l'Allemagne, ce sont des produits énergétiques. Un peu de produits pharmaceutiques également, donc c'est des matières premières, c'est pas tellement des produits justement industriels. Donc c'est là où, en fait, on se rend bien compte que si jamais on monte les droits de douane sur ces produits-là, c'est le consommateur européen qui va payer à la fin. Et là, c'est comme maintenant qu'on n'a plus le pétrole russe, si on n'a pas le pétrole ou le gaz américain, donc encore une fois, ça veut dire que ça va générer une augmentation. Et Marc Toiti, vous croyez pas si bien dire, chaque heure ou presque, il y a une nouvelle demande de Trump, puisque ce soir, il y a quelques minutes aussi, il a dit aux Européens, je veux que vous achetiez plus de mon gaz. C'est ce qu'avait dit Christine Lagarde également, vous vous souvenez, la présidente de la BCE. Et Van der Leyen aussi. Hein. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils se rendent compte que l'Europe n'a pas, très honnêtement, comme je l'évoquais tout à l'heure, le match de la croissance, il est déjà perdu. Donc on n'a pas intérêt, je pense, à aller être frontal, je dirais, avec les États-Unis, parce que c'est nous qui avons plus à perdre, parce que donc les Américains, encore une fois, ils exportent des matières premières ou du pétrole, du gaz, etc., alors que nous, on exporte effectivement des voitures ou autres, donc des produits à valeur ajoutée, hein, comme on dit. Donc c'est ça qui fait que... et c'est astucieux, moi je trouve, effectivement, je suis d'accord avec Guillaume, c'est que pour une fois, c'est quand même une bonne idée. On dit voilà, on va essayer, c'est une sorte de contre-pied sur Trump en disant on va essayer justement de supprimer ces droits de douane. Mais en tout cas, on est très très loin du discours d'Emmanuel Macron qui disait bah non, nous on va vous rentrer dedans, on va vous faire mal. François Hollande. Développement important de la soirée. Ça peut vous paraître anecdotique, mais le Bourbon. Alors là, on a deux Américains. Pourquoi cette obsession des Américains pour le Bourbon ? La Commission européenne retire le Bourbon américain de sa liste de produits soumis aux contre-mesures. Dieu sait si l'Armagnac et le cognac c'est très bon avec modération, je crois que on est obligé de préciser toujours ça. Mais pourquoi vous avez une telle obsession pour le Bourbon ? Parce que c'est produit dans des États rouges qui votent républicains, le Kentucky, le Tennessee. Ouais. Donc le Bourbon est très politique. C'est une boisson républicaine. Comme les motos Harley Davidson qui sont produits dans le Middle West. Et les oranges de Floride. Et voilà l'Europe qui se sent forcée de dire mollo sur le Bourbon. On ne va pas trop vous provoquer sur le Bourbon. C'est quand même un moment assez fascinant. Mais d'intelligence diplomatique, parce qu'il faut également protéger nos secteurs et nos filières qui ne manqueront pas d'être ciblés et avec brutalité par les Américains. Parce que ce qui caractérise cette administration, c'est deux choses, c'est la célérité et la brutalité. Donc ils savent très bien que faire ça, c'est s'exposer du tac au tac à des représailles qui peuvent potentiellement faire très très mal sous la forme de perte de centaines de millions de chiffres d'affaires et de dizaines de milliers d'emplois dans ces secteurs et ces filières. La preuve, si on en voulait une, de la bonne volonté des Européens, c'est qu'on ne parle à aucun moment de ce qui compte vraiment, c'est-à-dire Google, c'est-à-dire Apple, c'est-à-dire Facebook, c'est-à-dire Microsoft avec les logiciels Word et Excel qui sont dans tous les ordinateurs du monde. Donc, aujourd'hui, la puissance économique américaine, elle est essentiellement là-dedans. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ces actions valent autant et que la capitalisation d'Apple ou de Google, c'est des chiffres tellement gigantesques que c'est supérieur à la puissance, au PIB d'un très grand nombre d'États de la planète. Donc là, on est un peu on va dire qu'il y a une réponse courtoise à une agression caractérisée de Trump. Mais est-ce qu'on en a les moyens, Guillaume ? Parce qu'en fait, on est un peu aussi une colonie. Est-ce que c'est parce qu'on est bien élevé ou est-ce que c'est parce qu'on est trop faible ? Est-ce qu'on n'est pas une petite colonie digitale américaine ? Parce qu'imaginez demain qu'on se retrouve sans Microsoft. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe même jusque dans les ministères ? Si demain on enlève Google, je veux dire, tout le monde est avec son Gmail aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut vous dire qu'il y aura plus de monde place Vauban pour défiler si on nous enlève Google et si on nous enlève Microsoft que pour défendre Marine Le Pen. C'est là où on paye nos erreurs. Je vous dis pas le contraire. Dans les années 90, voire 2000, mais on n'a pas de moteur de recherche européen, on n'a pas encore les moyens d'avoir effectivement des GAFAM entre guillemets européennes. Et on les a pas. Sauf que dans les GAFAM, il y a aucune, c'est quand même incroyable, il y a aucune européenne. Et là, c'est quand même la force, faut le dire, indépendamment de Trump ou de quoi que ce soit, des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont toujours tout misé sur l'innovation. Et ce que nous avons oublié de faire, malheureusement, nous en Europe, et également en France, où malheureusement, on n'a pas réussi à créer ces entreprises. Il y a également un manque de financement via les fonds de pension qui n'existent pas également ici. Donc c'est ce qui fait que aujourd'hui, on est pris à notre propre piège. Parce que si effectivement on taxe trop Microsoft ou autres, ou toutes les GAFAM, etc., tout ce qui est le numérique, il n'y a pas d'équivalent.
Et donc, c'est ce qui fait que là, nous payons encore une fois nos erreurs. Donc, Trump, je pense qu'il a quand même calculé ce qu'il est en train de faire. Les moyens de rétorsion sont plus compliqués pour nous. Je pense qu'il y a une forme de gradation dans l'escalade. Et ce qui est très intéressant, et dans ce que vous décrivez à juste titre, c'est quand on en sera arrivé au stade où on envisage des sanctions sur les services nucléaires, nucléaires. Oui, c'est parce sur les que services numériques. La guerre nucléaire. Non, c'est l'équivalent. En fait, c'est l'option nucléaire. Et qu'est-ce qu'on sait de l'arme nucléaire ? Que c'est une forme de défaite pour tout le monde. Ce sera une défaite pour les Américains, ce sera une défaite pour nous, parce qu'on privera effectivement des citoyens européens de Google, d'outils dont ils ont besoin. Donc ce sera une manière de raser le champ de bataille. Et on essaye d'éviter d'avoir en arrivé là. Gallagher-Fenwick, puisque vous parlez du risque que tout le monde soit perdant, on va arriver maintenant peut-être au point culminant de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'affrontement entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, les deux plus grandes puissances économiques de l'univers, qui se font la guerre à coups de menaces qui atteignent un stade jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on va entendre dans quelques instants la déclaration de Trump, la réponse des Chinois, mais qu'on comprenne bien l'enjeu. Quel est le danger là que la Chine et les États-Unis montent en permanence toujours plus fort? Comment est-ce qu'on peut quantifier ce danger-là? Alors, encore une fois, quand vous regardez les chiffres, tout simplement, les Américains aujourd'hui, ils ont un déficit permanent vis-à-vis de la Chine de l'ordre de 400 milliards de dollars. Permanent. Et là encore, les derniers mois, comme justement en anticipation des droits de douane, donc les Américains ont acheté encore plus de produits chinois, justement, ce qui a fait des records historiques d'excédents commerciaux pour la Chine et donc de déficit commercial pour les États-Unis. Mais le match, encore une fois, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est sur le taux de change. C'est le yuan et le dollar. C'est pour ça que les Américains, ils sont très malins. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, c'est que aujourd'hui, les Chinois, ils ont 1000 milliards de dollars de bons du trésor américain. Oui. Ils ont 3300 milliards de réserves de change, donc en dollars. Si demain, effectivement, tout s'effondre, qu'il y a une guerre commerciale grave ou que le dollar s'effondre, vous vous rendez compte, ça veut dire que toutes ces réserves qu'ont accumulées les Chinois, et ça va plus valoir grand-chose. Eh bien, écoutez... je ne vais pas dire que c'est du bluff, c'est de la négociation. Je pense que je suis persuadé, vous verrez, qu'il y aura un accord entre les Chinois et les États-Unis, avant même un accord entre les États-Unis et l'Europe.